Bonjour à toutes et tous, il est midi, bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et je suis Marcus, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi à l'Ouest et ce nouveau rendez-vous, puisque c'est le deuxième que l'on vous propose, ce rendez-vous Un territoire actif avec nos camarades, nos nouveaux camarades, on va le dire, de la CCI de Saint-Brieuc et des Côtes d'Armor, la Chambre de commerce et d'industrie. Ce rendez-vous va vous permettre de bien connaître d'avoir les clés tout simplement pour peut-être assumer un désir, réaliser un désir, c'est-à-dire qu'on va créer vous-même une entreprise. C'est peut-être ce que tu feras dans le futur, mon cher Ronan. Ronan qui est avec nous ce midi, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Tu vas créer une entreprise peut-être ? Mais j'avais déjà essayé à l'époque en plus. Là tu vas savoir un peu mieux, voilà. Grâce à Stéphane et Vincent, nos invités du jour, comment tu vas pouvoir réaliser ton rêve, on va le dire comme ça. Stéphane, bienvenue sur ce plateau que tu connais maintenant, ça y est, ça va ? Ouais, je me sens bien. On est bien reçus à chaque fois. Stéphane Herry, donc allez, je te laisse te représenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Oui, moi je suis Stéphane Herry, je suis directeur commercial de la CCI des Côtes d'Armor. Très très bien. Et Vincent Bellec qui est avec nous ce midi. Vincent, bienvenue sur le plateau de Radioactive. Merci pour l'accueil. Et puis donc Vincent, toi tu es, alors on se tutoie facilement Radioactive avec ton autorisation, tu es conseiller création d'entreprise, puisque le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est les clés pour créer son entreprise. Stéphane, on le dit assez régulièrement, la France est pas très... Enfin, on dit souvent que c'est compliqué de créer une entreprise, que ça prend du temps, que y a 1000 feuilles administratives, qu'on a presque un mur face à soi, etc., etc. Est-ce que ces choses-là évoluent ou est-ce que c'est qu'une simple caricature que j'évoque ? Je peux me permettre de dire que c'est une caricature. C'est une question que je pose. Donc. En fait, je pense que c'est encore ancré dans l'esprit. Ouais. De beaucoup de créateurs. Maintenant, il y a quand même il y a beaucoup d'acteurs. On en parlait d'ailleurs la dernière fois, des acteurs présents sur les territoires. C'est juste qu'il faut savoir à qui s'adresser. Je pense que le problème est là. Et une fois que vous avez le bon acteur en face de vous, on va pouvoir. T'as parlé de rêve, j'ai noté. Désir, pour parler de la création d'entreprise. On va t'embaucher pour nous faire la pub. Si tu veux. De rêve, de désir. Faire un devis. Ouais. L'idée, c'est de se dire, est-ce que, pour pas que ce rêve et ce désir, justement, que tu disais, que se transforme en cauchemar, il faut être bien accompagné. Et en effet, il y a des règles à respecter, il faut structurer son projet, il faut être accompagné pour ça. Donc, en tout cas, la CCI fait partie de ses partenaires qui accompagnent, et notamment Vincent, sur un parcours bien défini. Et si c'est pris dès le début, donc là, j'espère que ici il y a des futurs créateurs qui nous écoutent, c'est qu'il faut comprendre ça, c'est-à-dire que pour que ce rêve, ce désir se transforme en réalité, il faut déjà prendre la décision de j'y vais ou j'y vais pas. Oui. Déjà, dès cette phase-là, il faut déjà être accompagné. Mais je disais pas ça simplement pour se faire plaisir. C'est vrai qu'il y a plein de personnes, il y a plein notamment de jeunes, notamment qui ont envie de créer une entreprise, qui savent pas forcément comment faire, mais qui ont des choses à proposer, de la nouveauté, de l'innovation aussi, ça va de soi. Et c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'il faut aussi être accompagné. Vincent, en quelques mots, je sais que c'est pas facile, mais comment tu pourrais définir la mission qui est la tienne au sein de la CCI ? C'est de conseiller les personnes qui sont à ce stade-là, c'est-à-dire celui qu'évoquait Stéphane, entre le moment où on a une idée, une envie, un désir, parfois aussi un besoin de créer son propre emploi, et le moment où on se lance. Et on n'a pas forcément géré d'entreprise auparavant, on ne sait pas forcément par où commencer, ça semble compliqué. Et donc c'est toute cette phase-là sur laquelle je vais intervenir pour conseiller les personnes. Je suppose qu'il n'y a pas de profil type des personnes qui veulent créer une entreprise. Je pense qu'elles sont diverses et variées, femmes, hommes, tout genre après tout. Et puis c'est important aussi de dire que on peut avoir le droit de créer son entreprise. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut arriver. Je suppose que vous n'avez pas de type de profil type, c'est ce que je voulais dire. C'est très varié. Ouais. Effectivement, là où je pense dans les années 50-60, c'était une typologie bien particulière de créateurs ou de repreneurs d'entreprises qui avaient un certain capital social, économique, etc. Aujourd'hui, vraiment tout le monde est susceptible de créer son entreprise. Tous les âges, tous les niveaux de diplôme, toutes les activités aussi. Parfois des activités secondaires qui vont être à côté d'un emploi salarié, voire d'une retraite pour certains. Ouais. Et puis d'autres personnes qui créent vraiment leur activité principale en se disant je passe à mon compte pour tout un tas de raisons qui leur sont propres.
Oui, c'est ça. Et c'est important aussi à dire parce que là, je sais pas, je pense par exemple à ce statut d'auto-entrepreneur qui a été un petit peu décrit. Alors, on peut quand même en parler rapidement ici, enfin décrit ou pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est quelque chose qui est toujours, voilà, on peut venir vous rencontrer avec ce statut-là, par exemple? Oui, alors ça a eu le mérite de faciliter le lancement pour certaines personnes quand ça a été créé il y a une quinzaine d'années. C'était plutôt dans l'idée de favoriser des activités secondaires. Et puis finalement, ça a fait qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de petites entreprises, etc. Donc ça a peut-être aidé des personnes à se lancer. Et aujourd'hui, y compris certaines personnes qui créent leur activité principale sous ce régime de la micro-entreprise. Ouais. Donc oui, tout à fait. On va regarder si... effectivement, c'est possible pour cette activité-là, si c'est intéressant pour cette personne d'être sous ce régime-là, si ça correspond à sa situation personnelle aussi. Ouais. Et si c'est le cas, oui, on peut tout à fait entreprendre aujourd'hui sous ce régime de la micro-entreprise. Stéphane. Ouais, et tu vois, on parlait tout à l'heure quand tu disais les gens pensent que, et en effet, par rapport à la micro-entreprise, on pense que c'est parce que ça va être facile, c'est la façon la plus simple de créer sa boîte, etc. Bah pareil, dans la décision, quand on est encore à l'idée du désir ou du rêve, bah c'est là qu'il faut vraiment prendre la bonne décision parce que, comme le disait Vincent, c'est peut-être pas la micro-entreprise qu'il vous faut et peut-être qu'à un moment donné, en réfléchissant bien votre projet, vous allez voir que c'est une autre structuration et que c'est pas grave d'aller sur une autre structuration que l'auto-entreprise. Il faut peut-être pas choisir la voie la plus simple des fois, qui peut sembler la plus simple. Oui. Il faut choisir juste le bon statut juridique qui correspond au projet que vous avez, quoi. J'ai évoqué l'auto-entrepreneuriat pour le coup parce que Vincent évoquait les activités qui, voilà, une entreprise c'est pas forcément son activité principale. Hein. Tu parlais de personnes à la retraite, par exemple, voilà, qui ont travaillé ou qui ont eu des envies de revenus complémentaires. C'est pour ça que j'ai évoqué ce statut-là. Mais est-ce qu'il est toujours prisé pour finir là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose comme tu le disais un petit peu par une espèce de voie, tiens, c'est facile, j'ai pas de paperasse à faire, hein, pour parler très clairement. Voilà, je vais faire auto-entrepreneur. Et ça, là-dessus, Vincent, tu peux forcément être force de proposition pour dire il y a peut-être autre chose, quoi. C'est ça. Alors, il est très populaire. Déjà, le statut de l'entreprise individuelle est majoritaire. Et puis, au sein de ce statut-là, c'est le régime de la micro-entreprise qui concentre la plupart des créations aujourd'hui. Et effectivement, je pense que ça vaut le coup de poser les choses quand même. On peut le faire lors d'entretiens individuels où on propose aussi des formations sur la micro-entreprise pour quand même décortiquer, rappeler qu'en fait, on crée une entreprise en fait, quand même si c'est une micro. Donc, il faut se poser quelques questions que se posent tous les créateurs sur quel est mon marché, quelles sont mes hypothèses de chiffre d'affaires, de charges, quel est l'environnement réglementaire dans lequel j'arrive, etc. Ouais. Donc, on rappelle quand même ça. Et ensuite, effectivement, on rentre dans les spécificités de la micro-entreprise qui est un régime simplifié qui peut permettre de faciliter le lancement et qui est peut-être adapté à votre situation, peut-être pas. Donc ça, c'est l'une des branches, mais je suppose qu'il y en a plusieurs. Comment ça se passe, Vincent? C'est-à-dire que les personnes, on va évoquer le premier rendez-vous, parce qu'il faut bien commencer par un rendez-vous, je suppose. On appelle la chambre de commerce et d'industrie, on dit voilà, j'ai envie de monter une entreprise, on va orienter vers toi, enfin la CCI va orienter vers toi. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est comme un espèce de bilan de compétences, le premier rendez-vous? On organise déjà des réunions d'information toutes les 3 semaines qui sont ouvertes à toutes et tous, qui sont gratuites et qui vont déjà permettre de donner pas mal de billes aux personnes qui sont en train de réfléchir à leur projet. En 2 heures à peu près en visio, on va décliner les grandes étapes de la création d'entreprise, les grandes questions à se poser en fait. Donc ça va déjà permettre à des personnes de se positionner. Bon, soit ça me fait peur et puis j'y reviendrai dans quelques mois, soit ça me donne envie et là j'ai envie de foncer. Et à ce moment-là, effectivement, on peut enchaîner sur des dispositifs d'accompagnement qu'on va caler selon les besoins de la personne, selon ses disponibilités aussi. Oui. On a des personnes qui sont en poste et qui n'ont pas la même disponibilité que des personnes qui sont totalement dédiées à leur projet de création en ce moment. Et entrer soit sur l'accompagnement individuel, soit sur de la formation, soit les deux. Oui. On a des personnes qui actionnent tous les leviers de façon à se donner les meilleures chances possibles. Évidemment, ce rendez-vous s'appelle un territoire actif, c'est pas tout à fait par hasard, Stéphane. Est-ce que la proximité, parce que vous êtes aussi à proximité des potentielles personnes qui vont créer une entreprise, est-ce que c'est un facteur déterminant, c'est-à-dire que les personnes elles viennent vous rencontrer pour dire moi j'ai envie quand même de participer à la vie économique des Côtes-d'Armor, par exemple? Oui, comme on dit à chaque fois, nous on est proches, on connaît notre territoire, on est dessus, on le pratique depuis des années. C'est surtout que les gens faut dire aux créateurs, c'est
s'il reste tout seul, ça va être compliqué. En Ouais. venant nous voir, on va être aussi, enfin Vincent et puis les autres collaborateurs, c'est d'être capable de positionner leur projet dans l'environnement économique du territoire et de leur dire bah là aussi il y a peut-être trop de concurrence, Ouais. c'est peut-être pas le bon moment. Je pensais à ça. Ou justement si ton business ou ton commerce. Oui, mais c'est pas un gros mot, on peut y on aller. est d'accord, on peut y aller. C'est ça, autre chose. Si ton business tu veux le mettre à tel endroit, bah nous on va peut-être te conseiller une autre partie du territoire parce que là on sait que on a cette culture là, on va être capable de dire bah là c'est surchargé sur ce modèle économique, c'est surchargé sur cette typologie de commerce, etc. Tu peux donner des exemples, peut-être de... Bah, tu sais, il y a des vagues, des fois on a des vagues, des créateurs au niveau de la restauration, des fois on a ce qu'on appelle du snacking. Oui. On va se dire, bah non, sur Saint-Brieuc-Centre, par exemple, le marché, Il y a beaucoup de monde, est pris, il y a du Ouais. monde. Ou alors, il faut vraiment se différencier des autres, mais ça commence à devenir compliqué. Tu as certaines zones comme ça, sur une typologie de restauration, où on sait que faut aller ailleurs, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de commerce, pour parler tout simplement de commerce et de commerce qui ont un peu pignon sur rue, c'est vrai qu'il y a des vagues, je te rejoins tout à fait. Je pense que par exemple, je pense que c'est un marché qui doit être un peu saturé en ce moment, c'est par exemple tout ce qui concerne la cigarette électronique, tiens, par exemple, parce que ça j'en ai vu quand même beaucoup fleurir, ou même des coiffeurs, il y en a eu beaucoup à s'installer presque d'un coup. Ça c'est vraiment le genre de conseil que tu vas donner, Vincent, c'est peut-être commencer par là, regarder autour de vous si votre activité elle n'est pas déjà, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de concurrence d'ores et déjà. Bah, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette phase d'étude de marché. Ouais. On a des personnes qui vont parfois s'arracher les cheveux pendant des jours, des semaines sur quel est le statut juridique, les régimes fiscaux, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Et j'invite plutôt les personnes à pas passer trop de temps là-dessus parce qu'en fait, on peut les accompagner. Il y a aussi des comptables qui les accompagnent là-dessus. Donc, tout ceci est au service du cœur du projet. Et le cœur du projet, vraiment, c'est comment est-ce qu'ils vont se positionner dans le marché. Et donc, je leur dis, passez plutôt du temps là-dessus, à regarder le marché sur lequel j'arrive avec sa réglementation, ses acteurs en place, quelle est l'offre existante, la concurrence, quelles sont les forces et les faiblesses des acteurs en place, et puis qui est ma future clientèle, surtout. Et Stéphane voulait intervenir là-dessus. Ouais, ce que dit Vincent, là, c'est hyper important. C'est-à-dire que, tu vois, on a commencé tout de suite à parler de statut juridique. Ouais. Quand tu as parlé d'auto-entreprise, tu as parlé de statut juridique. Bien sûr. Et en fait, les gens viennent nous voir, c'est assez classique, c'est tout le temps, ils partent vers le statut juridique. Et nous, on leur dit, attendez, on va se poser, on va faire une vraie étude de marché. Tu vois, j'ai fait la caricature, j'étais dedans direct. Non, mais c'est bien, parce que c'est la réalité. Chaque fois, ils disent, ah, mais moi, je sais, je vais faire une SARL. Ok, d'accord. Mais c'est quoi ton projet, en fait ? C'est quoi ton horizon à 1 an, 3 ans, 6 ans ? Comment tu te vois ? Tu veux embaucher ? Tu veux pas embaucher ? Est-ce que le marché est suffisamment important ? Est-ce que tu as un chiffre d'affaires qui va être de quelle importance, etc. Et là, ton statut juridique va se dessiner. Ouais. Mais on parle d'abord du projet. On parle du projet. Juste avant de se faire une rapide pause, on parlait d'études de marché. Ça prend combien de temps ? Qui réalise une étude de marché, tout simplement, Vincent ? J'invite les personnes à le faire eux-mêmes. C'est les mieux placés. Une bonne partie des créateurs d'entreprises évoluent déjà dans le secteur d'activité dans lequel ils souhaitent créer. Donc, ils ont une connaissance métier en général et du secteur d'activité. Donc, il y a des sources qui peuvent aider les personnes dans leur étude de marché. Donc, déjà, les consulaires, CCI et CMA qui accompagnent des centaines d'entreprises chaque année et donc qui connaissent leur territoire. Vous avez les collectivités locales qui aussi connaissent très bien leur territoire, les acteurs en place, les flux de fréquentation de certaines rues, les flux touristiques aussi. Si on est sur une zone ou un projet qui a une vocation touristique, on peut se rapprocher d'organisations comme Côte d'Armor Destination ou les agglos qui ont une bonne vision des flux là-dessus. Donc ça, c'est plutôt des institutionnels. Ça veut dire que, parce que une question toute simple, mais est-ce que ça coûte quelque chose ? Est-ce qu'il faut payer pour avoir une étude de marché, tout simplement ? Il y a beaucoup de sources qui sont accessibles librement et on constitue son étude de marché à partir de ça. En tout cas, ça nourrit l'étude de marché. Et ce que j'invite aussi les personnes à faire, c'est d'analyser vraiment les concurrents, notamment les concurrents les plus directs, en faisant soi-même l'expérience de l'achat du produit ou du service, et de mener des entretiens ou de diffuser des questionnaires auprès de leur future clientèle. Très bien, donc là c'est clair. Oui, il faut sortir de chez soi tout simplement et puis aller voir un peu ce qui existe d'ores et déjà avant de se dire moi je vais faire
quelque chose de la même chose ou quelque chose de différent. On va évidemment continuer cette discussion juste après, mais c'est vrai que c'est là encore, avant de faire la petite pause, je disais ouais, forcément ils sont multiples les projets, ils sont divers et variés. Est-ce qu'il y a des saisons quand même, est-ce qu'il y a un moment donné dans l'année où on vient plus vous voir qu'à d'autres? Est-ce que toi Vincent, est-ce que toi Stéphane, vous dites venez plutôt nous voir à ce moment-là, ça sera peut-être plus calme, je sais pas, la question me vient un peu comme ça, ou alors c'est vraiment un flot continu? Et pour la plupart des secteurs d'activité, c'est un flot continu. D'accord. Parce que finalement, les périodes de vacances scolaires peuvent être des périodes propices pour les personnes qui sont salariées pour se réfléchir à leur projet. Donc eux, voilà, vont venir à ce moment-là. Le reste de l'année, ce sera plutôt des personnes qui sont en train de créer leur propre emploi. Alors c'est peut-être les activités qui sont très dépendantes du tourisme, oui, où ça va se monter à l'automne et en hiver pour être prêt pour le lancement de la saison. Mais la phase de réflexion, la dernière fois on se disait comment on capte les créateurs, mais en fait tu sais pas. Tu vois, ils vont peut-être se décider demain matin parce qu'ils auront regardé une émission sur M6, Capital, pour pas citer, qui va dire ah bah tiens c'est bien en ce moment, c'est ça le marché, etc. Et puis ils vont se dire ah mais moi je veux faire ça. Ouais. Ça arrive, ça existe. Ça arrive quand ils reviennent de vacances, ils se disent ah tiens je voudrais bien, moi j'étais dans des gîtes, c'est super, mais moi aussi je veux faire des gîtes. Ouais. Par exemple. Bon, du coup c'est tout le temps, c'est toute l'année, c'est en fonction des idées des gens. Donc nous on est juste là pour accueillir les gens avec leurs idées et essayer de structurer, de voir si ça peut valoir le coup de créer ou pas. C'est pour ça qu'on est très ravis de vous proposer ce rendez-vous un mercredi sur 2 en compagnie de la Chambre de commerce et d'industrie pour démystifier tout ça finalement, parce qu'on est aussi là pour ça, et non seulement démystifier mais donner évidemment des conseils pour créer son entreprise. C'est le sujet de ce midi. Stéphane Herry et Vincent Bellec, donc, qui représentent la Chambre de commerce et d'industrie pour ce rendez-vous, un territoire actif, un territoire qui bouge et qui vous propose de créer des entreprises. En tout cas, c'est l'endroit pour être accompagné, pour créer une entreprise. On vient d'évoquer, Vincent, justement l'étude de marché, étude préalable, c'est le préalable avant de faire quoi que ce soit. On imagine que l'étude de marché dit que si votre commerce, votre activité, votre entreprise, elle est viable. C'est quoi l'étude d'après, l'étape d'après, voulais-je dire évidemment? C'est utile, cette étude de marché, elle est utile effectivement pour faire évoluer son idée aussi. Parfois, si on l'a fait correctement, on n'a peut-être pas forcément exactement les mêmes idées au début qu'à l'issue. C'est pour ça qu'on parlait aussi de timing un petit peu tout à l'heure. Voilà, on peut se dire finalement le produit ou le service que j'imaginais, c'est pas exactement ça. Par contre, j'ai repéré une demande là-dessus que j'avais pas vue au début. D'accord. Et donc moi je trouve ça intéressant de voir les évolutions de l'idée tout au long de cette étude-là. Et donc ça sera utile pour se positionner correctement, pour évaluer des hypothèses de chiffre d'affaires, de fréquentation. Par exemple, on parlait d'un resto, en termes de panier moyen, de nombre de couverts, etc. C'est toujours difficile en phase de création d'évaluer un potentiel de chiffre d'affaires. Donc, plus on a travaillé son étude de marché, plus on peut l'évaluer finement. Et puis, ça va nous aider aussi pour emmener des partenaires, notamment financeurs, avec nous, parce que plus on est solide sur la connaissance de son marché, plus on est convaincant auprès des banques notamment. Oui, qui sont quand même une étape assez incontournable. On l'évoque assez régulièrement ici avec Julie d'Entrepreneurs Féminins en Bretagne. C'est pas pour rien que ce réseau existe aussi, parce qu'on sait que c'est un véritable mur. Il y a un véritable mur. C'est pas facile d'aller rencontrer un banquier, Stéphane. C'est une étape compliquée. Là encore, est-ce que vous avez des conseils, des choses à communiquer à ce propos-là? Alors moi, je suis un ancien banquier. Ah, c'est parfait. Il va pouvoir tout nous dire, tous les secrets. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le banquier, il a besoin il va prêter de l'argent. Oui. Donc en fait, ce qu'on dit aux créateurs d'entreprise, c'est que le banquier, il a besoin de comprendre. Il va pas filer un chèque comme ça. Donc il a besoin vraiment de comprendre le projet, où la personne va, et s'il y a une vraie adéquation entre le porteur de projet et le projet. Ça, c'est hyper important. Est-ce que ce porteur de projet, il est capable de tenir les rênes de cette entreprise-là? Parce que quand même, il y a pas de profil type, mais il y a quand même des gens qui sont faits pour ça et d'autres pour lesquels ça va être plus difficile. C'est-à-dire qu'entre l'idée et être un vrai chef d'entreprise, même si tu es en micro, c'est-à-dire avec toutes les contraintes que ça peut avoir derrière, c'est-à-dire la gestion, la comptabilité, la communication, gérer ses stocks, gérer la relation client, c'est pas rien d'être chef d'entreprise. Donc est-ce qu'ils ont le profil? Le banquier, il a besoin de savoir, d'être rassuré. Donc il faut arriver avec une étude de marché qui tient la route, qui montre bien que vous êtes en adéquation avec votre projet, que c'est vous le bon porteur du projet et que vous allez y arriver. Et une fois qu'il est rassuré,
pas de problème pour faire un chèque. On parle de clé pour l'entreprise, c'est un terme assez juste et justement, il y a quand même une notion de confiance à avoir. Hein, c'est ce que tu évoques là tout de suite, Stéphane. Ça, c'est pareil, Vincent. C'est je suppose quelque chose il y a des conseils à donner à ce propos-là pour attirer la confiance, tout simplement, d'un investisseur, d'un banquier, etc. Plus on est confiant dans son projet, plus on va emmener facilement des gens autour de nous et avec nous. Donc pour reprendre le fil du parcours, que je conseille de suivre en tout cas, c'est cette étude de marché facilite des hypothèses de chiffre d'affaires, de charges, et donc nous permet de dégager nos budgets prévisionnels, qu'on est capable de défendre ensuite. C'est-à-dire, je pense faire 120 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que je les construis sur telles hypothèses et je suis capable d'argumenter. Et ça, c'est le meilleur moyen d'arriver en confiance aussi à la banque, tout en sollicitant aussi des acteurs spécialisés sur le financement d'entreprises, les réseaux Initiative, le réseau France Active par exemple, ou l'ADI aussi sur des plus petits plans de financement, sont des réseaux de financement vers lesquels on peut orienter des personnes qu'on pense mûres. Tu peux définir l'ADI rapidement, parce que les sigles, on aime bien les définir en radio. L'ADI, c'est initialement l'Association pour le droit à l'initiative économique. D'accord. C'est une association qui fait des microcrédits pour les personnes qui n'auraient pas accès au crédit bancaire, par exemple. Ouais, c'est important. Donc ça, c'est un frein qui est levé pour le coup aussi, qui aide à lever les freins en tout cas. Tout à fait. Et donc, on a son budget prévisionnel, là encore, confiance, etc. C'est important. Et puis, next step, on va dire, dans un mot français. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc on arrive, si le projet nous semble mûr, on va aller voir ces acteurs du financement qui vont nous aider sur le plan de financement de départ, c'est-à-dire on va lister l'ensemble des besoins. Ouais. J'ai besoin d'investir, de faire des travaux d'aménagement, j'ai besoin d'acheter du matériel, d'acheter un logiciel, etc., de stock, un peu de trésorerie de départ, etc. On va faire le point sur l'ensemble des besoins. Et puis le but du jeu, c'est d'avoir autant de ressources en face. Donc avec de l'apport personnel, avec parfois des prêts d'honneur ou des crédits des acteurs que j'ai cités, et le reste en général c'est de l'emprunt. Ouais. Donc avec un peu ce passage là, parfois devant des comités d'engagement ou d'agrément qui vont statuer sur l'octroi ou non du financement, mais qui sont vraiment à solliciter parce que c'est des acteurs qui facilitent l'obtention du prêt et qui ensuite peuvent nous accompagner et communiquer sur notre projet tout au long de la vie de l'entreprise. Stéphane ? Et puis le fait d'aller présenter son projet comme ça met déjà dans une posture de chef d'entreprise demain en capacité de défendre ses produits. Déjà, c'est hyper bien de passer par ces organismes-là. Quelque chose me vient vraiment quand même à l'idée, c'est que on avait pu, il y a quelques années notamment, assister à des meetings, vous savez, où on crée rapidement des startups et ce genre de choses. Hein, on passe par cette étape du pitch et tout se fait assez rapidement. Est-ce que ça, justement, c'est des pratiques que vous avez intégrées aussi quand quelqu'un veut créer une entreprise, on pense aux jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes après tout, en fait, avec effectivement la numérisation, etc. La Chambre du commerce et de l'industrie, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez aussi des conseils à donner, par exemple, pour, je sais pas, faire un pitch, aller assister à des Google Meetings, pour ne pas le citer, ce genre de choses. Vincent ? Oui, ça fait partie de l'accompagnement qu'on propose aux personnes qu'on accompagne. Être capable de parler de son projet de façon succincte à une personne qu'on va croiser, par exemple à un événement professionnel ou autre, c'est-à-dire en 30 secondes, 1 minute, capter l'attention, exprimer clairement son projet, ses besoins. Ça déjà, c'est une compétence en fait à développer. Ouais. Présenter son projet de façon un peu plus longue, 10-15 minutes, devant des partenaires potentiels, des financeurs, etc. Là aussi, on les entraîne à structurer leur discours et à préparer les questions qu'on va probablement leur poser. Ouais. C'est presque un examen de passage finalement auquel un petit peu, ouais. vous préparez pour le coup. À un moment donné, on avait appelé ça le crash test. Ouais. C'est dur. Hein. C'est dur, mais les gens ont... Il y a un côté ça passe ou ça casse, quoi. C'est ce qu'on veut dire, quoi. Oui, après, ça se passe entre nous, ils sont en confiance, etc. Mais il faut se préparer à ça parce que justement, face à un banquier, face à d'autres partenaires, face à des fournisseurs, face à des clients, c'est pas rien. Donc ça permet de savoir si on est capable d'aller assurer ça.
Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer. Est-ce qu'il y a une durée d'accompagnement comme ça, lorsque entre le moment où on arrive, une durée moyenne hein, bien évidemment, lorsque l'on arrive, on imagine que l'étude de marché, comme tu disais tout à l'heure Vincent, on l'a un petit peu pratiqué soi-même, on va sur le terrain, on prend des notes, ce genre de choses je suppose. Est-ce qu'il y a une durée, c'est un peu la question entre ce moment-là et ce qu'on vient de évoquer, c'est-à-dire ces entraînements entre guillemets à la Chambre de commerce et d'industrie, on rencontre les financiers, etc. Est-ce qu'on peut chiffrer ce moment-là ? Il y a de grandes disparités. Je dirais s'il fallait donner une moyenne, ça serait peut-être 2-3 mois. D'accord. C'est important. Et là encore, avec d'un côté des personnes qui sont par exemple sur une reprise d'entreprise, sur lesquelles ils veulent aller très vite, parce qu'il y a une opportunité, qui maîtrisent déjà le secteur, etc. Donc là, on va se voir toutes les semaines, ils vont boucler le dossier et le financement le plus vite possible pour saisir l'opportunité. Et à côté de ça, j'ai d'autres personnes qui sont en poste et qui se disent pour 2025, je réfléchis à une autre activité. Et donc là, on va être sur un rythme beaucoup plus piano. D'accord, c'est important. Ouais, on a nous une semaine qui est dédiée à la création qu'on appelle les 5 jours pour entreprendre. D'accord. On n'en a pas parlé, je crois pas encore. Non. Ça, c'est un moment important pour les gens qui sont encore à cette phase d'idée, de réflexion, ou qui ont déjà un petit peu commencé à faire leur étude de marché. C'est 5 jours, Vincent en parlera mieux que moi, mais il y en a une cette semaine, en ce moment-là, où c'est des petits groupes de 8-12 créateurs d'entreprises que l'on met dans une même pièce pendant une semaine à brainstormer sur leur projet et aborder toutes les phases de la création d'entreprise. Et ça, souvent, c'est hyper important parce que du coup, ça les oblige à prendre une semaine pour ne parler que de leur projet avec d'autres personnes qui sont aussi dans cette phase de projet. C'est hyper stimulant. Et à la fin, normalement, de la semaine, ils sont capables de dire s'ils continuent le parcours, justement, ou s'ils arrêtent. C'est pas pour rien que j'évoquais en début d'émission le rêve, finalement, parce qu'on peut rêver aussi de créer une entreprise, d'être original, etc. Et puis ce genre de choses permet soit de passer du rêve à la réalité, soit justement retomber un petit peu sur la réalité, c'est bête à dire. Là aussi, je pense qu'il faut quand même avoir une notion de psychologie un petit peu, Vincent, c'est-à-dire que les personnes, il faut être aussi capable de leur dire à un moment donné, peut-être aussi, réfléchissez peut-être à changer quelque chose, ce genre de choses. C'est même une des toutes premières étapes, c'est le bilan personnel et les motivations. C'est ça. Souvent, on a un CV qui n'est pas forcément à jour, etc. Et en fait, là, il y a ce travail-là, en même temps que l'étude de marché, c'est aussi de faire ce travail sur soi, de se dire, qu'est-ce qui fondamentalement me pousse à entreprendre ? C'est-à-dire pas uniquement à travailler dans tel ou tel secteur, mais à devenir chef d'entreprise, donc à changer de posture, comme le disait Stéphane. Pour certains, c'est utiliser telle compétence que je n'utilise pas aujourd'hui, gagner davantage d'argent que ce que je gagne en tant que salarié, m'associer avec telle ou telle personne, j'en ai marre de mon patron, je veux être mon propre patron. Il y a tout un tas de raisons qu'on entend, mais c'est bien d'être au clair avec les raisons qui nous poussent à entreprendre. Et puis faire le point sur les contraintes qu'on a aussi. Chaque personne a ses contraintes personnelles, d'emploi du temps, de santé, financière, etc. Donc vraiment avoir ce temps aussi d'introspection sur moi dans 6 mois, 1 an, chef d'entreprise. Dans quelle posture je me place, quoi. J'imagine que c'est quand même beaucoup, alors on parlait tout à l'heure des micro-entreprises, c'est quand même beaucoup des PME, PMI qui s'adressent, qui participent à ce genre de choses. Enfin, je suppose qu'on n'arrive pas en voulant créer tout de suite une multinationale et ça va de soi. Mais il n'y a pas d'âge moyen, j'ai l'impression. Il n'y a pas forcément, on parlait tout à l'heure aussi de l'entrepreneuriat féminin, c'est important. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent, qui aujourd'hui passent le pas de devenir chef d'entreprise, chef FE, évidemment? Oui, 1 personne sur 2 à peu près. C'est très bien, mais c'est très bien. Vraiment là dans les accompagnements que je peux faire et les participants et participantes du coup à nos formations, on est à la parité, tout à fait. C'est bien. Par contre, on avait fait un sondage. D'ailleurs, je sais plus si c'était pas avec ta cité Entreprendre au féminin tout à l'heure ou par elle. Enfin voilà, c'est ces accompagnements-là. Des réseaux féminins. Oui, des réseaux féminins, pardon. Voilà. Et il y avait une statistique qui était sortie qu'en gros, au niveau de la phase de création, justement, quand on est dans ce parcours, on était plutôt, là on dit 50-50, la parité commence à se faire de plus en plus, mais il y a 2-3 ans en arrière, on était plutôt à 60-70 de femmes qui voulaient créer une entreprise, et au final, à l'arrivée sur le territoire, on est plutôt à 70% d'hommes chefs d'entreprise et 30% de chefs d'entreprise. Donc il y a encore un peu de boulot, on va dire. Le travail, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la phase de rêve, justement, je veux monter un projet, et puis la réalité de terrain qui fait que j'ai réussi à le monter.
Et il y a plein de questions qui se posent. On va peut-être pas débattre de ça aujourd'hui. Non, on aura le temps d'en parler évidemment dans le futur, parce que ce rendez-vous il est régulier, je vous le rappelle. Si vous nous rejoignez, c'est vrai que quelque chose quand même qui me vient à l'esprit depuis un petit moment, depuis qu'on discute ensemble. Vincent, est-ce que ça doit vous arriver quand même d'avoir des personnes avec des projets vraiment très originaux, et comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on est préparé aussi à ça, à sortir soi-même finalement? Je suppose on disait qu'il y a des secteurs d'activité plus prisés que d'autres, etc. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des choses sur lesquelles tu dis ça, je n'avais pas pensé à ça, je connais pas du tout ce secteur-là, comment je vais faire, quoi? Alors ça m'arrive tous les mois. C'est parfait, mais c'est parfait, tant mieux. Ça veut dire que les personnes des Côtes d'Armor sont des personnes originales, c'est parfait. Et on en parlait, pardon Vincent, on en parlait la dernière fois. Oui, on a un territoire avec des gens qui ont des idées, des super idées, des idées novatrices, et on en parle aussi avec nos partenaires, je pense à Inos, à d'autres. On a des super projets. Et donc Vincent, tu disais ça t'arrive tous les mois, mais c'est parfait. Et en fait, on ne prétend pas être des spécialistes de chaque secteur d'activité. C'est plutôt les personnes eux-mêmes en général qui maîtrisent leur secteur. Là où c'est plutôt sur la méthode, sur la démarche, qu'on va vraiment les accompagner, les aider à structurer pour se lancer. Ce qui ne nous empêche pas quand même sur certains secteurs d'activité cœur qu'on connaît bien, sur les commerces, sur les activités de bar, restauration, sur les activités de service aux particuliers, etc. Là, d'avoir quand même vraiment une expertise qu'on peut mobiliser pour les personnes qui ont ces projets. Et puis il faut connaître la sociologie des Côtes d'Armor, je suppose, c'est important. Là encore, tu parlais de restauration, de bar, c'est vrai qu'il y a il y a eu quelques historiques comme ça dans les zones industrielles, par exemple. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y en a un petit peu. Il y en a au moins 2 dans chaque zone industrielle. Là, il y a vraiment des vagues, pour reprendre ça, presque des modes, quoi. Là, tu parles des bars dans les zones, par exemple. Oui, c'est ça. Alors que ça n'existait pas il y a encore quelques années, quoi. Non, exactement. Et moi, je fais un peu. C'est pas que je fréquente beaucoup les bars. Attention, je veux dire ça à tout le monde. Tu es très sérieux, mais moi, un peu moins que toi, sûrement. Mais en fait, par exemple, sur ce bar, il y a un truc. Il y a quelques années, quand ça a commencé à arriver, en effet, on s'est dit, mais attends, et en plus, je ne citerai pas mon âge, mais je me suis dit, mais attends, mais moi, je vais dans les bars, dans les centres-villes, je suis habitué à être comme ça, puis c'est là que c'est fun. Et... Oui, mais la clientèle change, ils ont d'autres envies, ils ont l'envie de pouvoir se garer facilement, d'avoir accès plus rapidement au bar, et puis, en fait, la consommation, elle se fait surtout de 19h à 21h, passer 1h, 21h, 22h, le client, c'est compliqué à le gérer, etc. Donc tout ça a donné des nouvelles façons de consommer le bar et des nouveaux projets. Et il y en a encore, là, aujourd'hui, des nouveaux concepts qui arrivent. On voit qu'on est en train encore de réinventer les concepts du bar. Oui, pour prendre cet exemple-là, évidemment, il y en a d'autres, mais ça, c'est pour ça que je parlais un peu de sociologie, de veille sociale, presque. Ça, c'est une de tes fonctions, je suppose, Vincent. Veille sociale, qu'est-ce que tu entends par... C'est-à-dire qu'il faut un petit peu regarder les tendances, ce qu'on vient de dire actuellement. Donc ça veut dire se renseigner, peut-être lire la presse, je sais pas, comment tu nourris tout ça, cette expertise-là pour dire aux uns et aux autres, oui, votre secteur, il est soit novateur, soit très encombré, par exemple. Oui, il faut pas être déconnecté des tendances sociétales. On voit, le plus fort, c'est l'arrivée du numérique dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, dans la façon de produire, dans la façon de communiquer, dans la façon d'interagir avec les clients, etc. Donc là, maintenant, quels que soient les secteurs d'activité, il faut s'en saisir. La montée de la seconde main sur les produits, la montée de la vente sur Internet. Donc ça, c'est des secteurs qui bousculent complètement, des tendances qui bousculent complètement des secteurs, comme le prêt-à-porter, par exemple. Et je pense très fort à une marque, évidemment. Mais et justement, c'est ça aussi, on a toujours l'impression que tout ça, c'est pris par... dès qu'il y a une idée qui arrive, tout de suite, ça part, et puis tout de suite, c'est racheté par des gros groupes, etc. Enfin, voilà, on a aussi cette impression-là, quand même. Finalement, ceux qui sont en train de créer ou de reprendre ont peut-être aussi l'avantage de ne pas avoir énormément d'inertie. Ils ont encore leur agilité, leur capacité à placer leur offre sur ce qui semble le plus tendance, en tout cas, le plus prometteur, tandis que des grands groupes qui ont des centaines de magasins et des milliers de salariés à travers le monde ont un peu plus de lourdeur, on va dire, dans la façon de s'adapter. C'est comme quand tu es en navigation. Tu as un petit voilier, c'est plus facile à faire bouger. Belle image. Un gros paquebot. Belle image, effectivement, c'est parfait. 5 jours, tu le disais, c'est des rendez-vous réguliers, je suppose. Est-ce qu'il y a des calendriers d'ores et déjà établis ou que l'on peut consulter ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez consulter l'ensemble des dates de nos formations sur le site internet de la Chambre de commerce des Côtes-d'Armor. On propose à peu près tous les 2 mois des formations dédiées à la micro-entreprise sur 2 jours. Et à peu près tous les 2 mois aussi, à Saint-Brieuc ou à Dinan, des stages 5 jours pour entreprendre que je vous conseille de suivre si vous avez la disponibilité pour le faire. Question rituelle, se renseigner sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est là qu'il faut aller pour avoir tous les renseignements. Exactement, ou nous appeler. Tout simplement. Allez, donne le numéro de téléphone pour entier. Est-ce que tu le connais par cœur? Je ne connais pas par cœur le numéro de l'accueil. C'est la colle que j'aime bien poser, ça. C'est facile, il faut simplement se renseigner. Et puis aujourd'hui, il faut se renseigner évidemment sur Internet, etc. Réseaux sociaux aussi, je suppose. Oui, tout à fait. On communique sur, notamment sur nos dates de formation. On a un stage 5 jours du 10 au 14 juin sur lequel il reste des places. Très bien. Très bien. Voilà, Ronan, toi qui voulais devenir chef d'entreprise, tu as tous les renseignements pour cela. Est-ce qu'on a à peu près, on a rien oublié pour ces clés de l'entreprise, pour les clés de créer une entreprise? Si, il n'y a plus qu'à le faire en fait, si on a envie et participer à cette vie locale, parce que c'est ça aussi. Ouais, et puis pour finir, c'est de dire vraiment, restez pas tout seul avec votre idée à vous torturer l'esprit, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, ça a passé. Faites-vous accompagner, c'est mieux. Et ça sert à ça aussi, ce rendez-vous, donc un territoire actif qui est là, le prouve. Créer des entreprises quand même pour finir, on sait que les Côtes-d'Armor, il y a beaucoup de... Est-ce que oui, c'était la question, on ne sait pas justement. Est-ce qu'il y a un profil type des entreprises dans les Côtes-d'Armor pour finir quand même? On parlait beaucoup de micro-entreprises, de PME, PMI. Non, il n'y a pas de profil type. Vincent? Parmi les personnes qu'on accompagne, je dirais, il y a un profil type de personnes qui maîtrisent leur domaine d'activité, qui ont exercé pendant plusieurs années, qui veulent devenir chef d'entreprise. Et puis un autre grand profil type qui est plutôt les reconversions. Oui. Et la nouveauté, c'est que ça vient de plus en plus tôt en âge. Les personnes n'attendent pas d'avoir 40, 50 ans pour se reconvertir. On a des reconversions beaucoup plus précoces aujourd'hui. Donc des personnes qui ont travaillé comme salariés dans un certain environnement et qui vont complètement changer d'activité. Et donc là, il y a besoin de les accompagner à la fois sur les compétences métiers et aussi sur le futur rôle de chef d'entreprise. Donc tout l'intérêt encore plus pour ces personnes-là d'être accompagnées. Multiplicité, c'est aussi l'un des maîtres mots, donc il faut y aller, il faut être original et il ne faut surtout pas hésiter à aller s'adresser à la Chambre de commerce et d'industrie pour créer votre entreprise. C'était tout le sujet de ce rendez-vous de ce midi. Merci beaucoup Vincent. Merci. Merci Stéphane, dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. On se retrouvera un petit peu plus tard, du coup. Je vais te laisser te reposer quand même. Ouais, c'est gentil. Voilà, on va se reposer. Et puis, n'hésitez pas à aller à la Chambre du commerce et d'industrie. Ça, c'est moi qui dis, vous y serez forcément bien accueillis. Merci à nouveau à tous les deux.